But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold. On va découvrir vraiment que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente. Ok petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi, quoi. Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais en foule on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Jeune adulte, très vite j'ai été confronté aux mensonges politiques à l'époque quand je travaillais dans le journal de Jean et Danalier, l'Idiot international. Aujourd'hui j'ai envie de parler de ce qui est pour moi le plus énorme mensonge des 50 dernières années, et pourtant on sait qu'en termes de mensonges, notre société bat tous les records. Ce mensonge, il touche à la conquête spatiale. En fait, c'est Mark Twain qui le disait, il est beaucoup plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Nous avons tous été trompés, que ce soit sur l'état de nos connaissances au niveau de la science, mais aussi au niveau de l'histoire. Pour parler de l'histoire de cette conquête spatiale et de cette grande tromperie qu'elle représente, je vais commencer par vous rappeler un événement, un exploit que tout le monde connaît, dont tout le monde se souvient, c'est celui de 2012, celui de Félix Baumgartner, l'Autrichien qui, produit par Red Bull, va faire le saut en parachute le plus haut de l'histoire de l'humanité. On se souvient tous de ces images de Félix Baumgartner dans sa nacelle. Cette nacelle bénéficie de toute la science la plus pointue qui soit. Il a une combinaison qui a été fabriquée par la NASA, qui est pressurisée, etc.
Je vous récapitule un petit peu l'événement, l'exploit de Félix Baumgartner. Il arrive à 30 km d'altitude. De là, cette nacelle va s'ouvrir. Il va s'avancer devant la porte de la nacelle. Il faut imaginer que son corps, à ce moment-là, est soumis à moins 60 degrés. Sans cette combinaison, son sang s'évaporerait immédiatement. Enfin bon, les médias vont expliquer ce qu'est cet exploit, vont expliquer comment la science a permis de faire reculer les limites de l'humanité, etc. Et il va sauter, il va quand même faire une chute à une vitesse de plus de 850 km/h. Tout le monde s'extasie. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Jump her away. Ava Baumgartner. The wind's out of the north, 5 to 10. There's a closer shot from the helicopter. Felix, the wind's out of the north, 5 to 10. There you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth, safely back. Et moi, en regardant toutes ces images, je me dis, mais il y a un petit problème quand même. Il y a un souci dans l'histoire de Baumgartner. C'est que, qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin, premier homme de l'espace? Qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin, qui, lui, va faire la première rotation autour de la Terre, en un peu moins de 2 heures, va faire une chute avec sa nacelle, qui, à l'époque, c'est une boîte de conserve, c'est pas du tout la nacelle de Félix, hein, c'est pas la nacelle Red Bull. Il fait cette chute. Le bouclier de la nacelle se retrouve dans le mauvais côté, la nacelle prend feu, tout est incandescent, il est entouré de flammes, et en plein milieu de sa chute, il fait exploser les boulons de la fermeture de son module. Ça ne marche pas bien. Toujours dans cette chute-là, voici notre Yuri Gagarin en train d'ouvrir le sas à coups de botte. Il faut se représenter ça, il faut imaginer ça. Il a une combinaison qui n'est pas du tout celle de la NASA. Il arrive à s'extirper de ce module très étroit, et le voilà qui saute du module qui est en pleine chute, et qui ouvre lui-même son parachute, et qui va atterrir sur le sol soviétique, etc. J'étais très étonné qu'au moment de l'exploit de Félix Baumgartner, personne ne fasse référence à Gagarin, qui avait fait un exploit autrement plus complexe, beaucoup plus dangereux, périlleux, et qui lui-même était revenu de l'espace, premier homme de l'espace quand même, en parachute. C'était la première interrogation. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est cet oubli? Est-ce que c'est l'aveu d'un premier mensonge lié à la conquête spatiale? Parce que finalement, il y a, avec l'affaire de Yuri Gagarin, ce premier homme de l'espace, il y a quand même beaucoup de questionnements qui se posent. C'est-à-dire, là, par exemple, le fait que sa vitesse de rotation ne correspond à aucun vol orbital en réalité. Depuis, on a le recul, et on sait qu'en 1h48, sa période de rotation autour de la Terre ne correspond à rien. On sait par exemple que quand il a annoncé qu'il était au-dessus des États-Unis, parce qu'il avait un hublot qui lui permettait de voir la Terre, il annonce qu'il est au-dessus des États-Unis, et en réalité, il l'annonce à l'avance. Il n'est pas encore au-dessus des États-Unis au moment où il le dit. Il va dire également, il va décrire les côtes d'Amérique du Sud, il va donner des détails du continent d'Amérique latine, et on va s'étonner parce qu'il ne peut absolument rien voir de ce qu'il décrit, puisque quand il passe au-dessus de l'Amérique du Sud, il fait nuit. Et il y a des tas de choses comme ça, par exemple, et ça je pense que c'est la première bizarrerie de cette histoire, de cette aventure, c'est que Yuri Gagarin, qui est le premier homme de l'espace, et qui donc va être le premier homme à voir de ses yeux la Terre depuis l'espace,
ne va pas emporter avec lui d'appareil photo. Et il ne prendra donc aucune photo, il n'existera aucune preuve de son exploit. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse, soit celle des soviétiques qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont vu, ou l'exploit d'Yuri Gagarin qui n'a pas existé, de toute façon, il y a mensonge. Toujours est-il que on est en pleine guerre froide, on est en 61. Vous pensez que les Américains, qui savent très bien les différentes anomalies dont je viens de parler, vont crier au mensonge, vont dire que c'est une imposture? Pas du tout. Kennedy va féliciter Khrouchtchev. Gagarin donc sera accueilli comme un héros soviétique, le grand héros soviétique qu'on connaît, et Kennedy va lancer la course à l'espace, la course à la conquête spatiale. Et je pense qu'avec l'exploit de Gagarin, c'est la boîte de Pandore du mensonge qui s'est ouverte, et que les deux superpuissances sont entrées dans un engrenage de mensonges qui les a menés jusqu'à l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Les documents qui sont à notre disposition nous permettent d'affirmer que cette lutte entre les deux blocs était en réalité un combat de catch arrangé à l'avance et scénarisé de bout en bout. Le mensonge de la conquête spatiale commence ici, en 1961. Тысячи лет люди всматривались в это небо и мечтали. Il faut que je vous raconte un petit peu la genèse de la création de la NASA, la naissance de la NASA. Vous avez d'un côté un homme, un Allemand, un scientifique, qui s'appelle Werner von Braun. Werner von Braun, depuis son enfance, il est passionné par Jules Verne. Et quand il se met à travailler sur les fusées allemandes, les célèbres V2, sinistrement connues à cause des bombardements à Londres, lorsque Werner von Braun travaille sur ces fusées, il n'a qu'un rêve, c'est d'envoyer l'humanité, d'envoyer l'homme sur la Lune. Werner von Braun va être récupéré dans le cadre de l'opération Paperclip par les Américains à la fin de la guerre, et il va permettre aux Américains de disposer de leur lanceur pour l'arme atomique. En remerciement, rapidement il obtient la nationalité américaine, et ça devient une célébrité aux USA. Et puis un jour, Werner von Braun va rencontrer un autre homme avec lequel il va devenir ami. Cet autre homme, c'est Walt Disney. Il va lui parler de son rêve d'enfant qu'il n'a jamais abandonné. Et Walt Disney va être carrément emballé par son histoire. Et à partir de ce moment-là, ces deux hommes vont mettre tout leur pouvoir, tous leurs moyens en commun pour convaincre les décideurs de l'importance de lancer la conquête spatiale avec pour l'objectif d'envoyer l'homme sur la Lune.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. On est dans les années 50. 3 films vont être produits par Disney avec Werner von Braun, le Pentagone et l'aéronautique. Ces 3 films vont être L'homme et la lune. The moon is sweeping past the ship at great speed, and in the brief span of about 3 hours. RM1, Station 1. We are now seeing the Earth disappear behind the moon's rim. This will be our last radio message until you see us on the other side. Le deuxième film, L'homme dans l'espace. Here to introduce you to this new series is Walt Disney. In our modern world, everywhere we look, we see the influence science has upon our daily lives. A flexible, airtight unit carrying sufficient oxygen. Featuring built-in all-purpose Et le troisième film, Mars et au-delà. The Earth across the face of the Sun. The expedition is 700,000 miles above Mars, and the 45-day spiral in toward the planet is begun. Will he find the remains of a long-dead civilization? Or will the more conservative opinions of present-day science be borne out with the discovery of a cold and barren planet where only a low form of vegetable life struggles to survive? Ladies and gentlemen. Ces 3 films ont pour objectif de convaincre le peuple américain qu'il est essentiel et tout à fait passionnant et captivant de pouvoir envoyer l'homme dans l'espace. C'est une façon de légitimer, de justifier les coûts faramineux que va représenter ce programme. Ce travail d'influence va tellement bien fonctionner et porter ses fruits qu'en 1958 sera fondée la NASA, l'agence spatiale américaine. Et tout ce travail aboutira au discours de Kennedy, tout de suite après l'exploit de Yuri Gagarin, le discours de Kennedy annonçant l'envoi d'un homme sur la Lune à la fin de la décennie des années 60. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters, much larger than any now being developed, until certain which is superior. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration, explorations which are particularly important for one purpose which this nation will never overlook: the survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation. For all of us must work to put him there. À ce duo von Braun-Disney, il faut ajouter 3 autres personnages. Il y a Robert Hanson Heinlein, qui est l'auteur de science-fiction américain, qui est l'auteur de Tom Corbett, qui a donné lieu à des séries radiophoniques et télévisées à l'époque. Il y a un auteur scientifique allemand, Heinz Harber, qui va être le conseiller scientifique des productions Disney, qui avait travaillé lui-même en Allemagne à populariser l'idée de la conquête spatiale pendant les années 30. Et enfin, il y a Willy Hurley, qui lui aussi est un auteur scientifique, qui travaille avec Disney. Ce qu'il y a d'intéressant chez Willy Hurley, c'est que c'est un très bon ami d'un auteur de science-fiction américain qui s'appelle Arthur C. Clarke.
l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, ce roman qui sera adapté pour le cinéma par Stanley Kubrick. Et là, on commence à se rendre compte qu'en fait, la genèse de la NASA, la genèse de la conquête spatiale, est quand même portée en grande partie par un homme, Werner von Braun, passionné de Jules Verne, et des artisans du rêve comme Disney, qui sont des hommes de divertissement, des hommes qui sont passés maîtres dans l'histoire, dans la narration fantastique. Je rappelle que dans les 3 films de Disney dont j'ai parlé tout à l'heure, il était question de bases lunaires, il était question de découverte de pyramides sur Mars. Or, toute la conquête spatiale nous a montré qu'effectivement, on pouvait supposer que sur la Lune ou sur Mars, il pouvait y avoir la présence de vestiges de civilisations passées. Au point qu'on se demande si la conquête spatiale n'a pas suivi depuis l'origine jusqu'à maintenant un scénario qui a été écrit à cette époque, dans la fin des années 50. On retrouve évidemment les anomalies sur la Lune, sur Mars. On retrouve évidemment sur le site de Sidonia les fameuses présences de ces pyramides qui ont fait tellement de polémiques au cours de ces 30 dernières années. Pendant des décennies, les chercheurs de vérité ont toujours dénoncé les mensonges de la NASA. Notamment, ont toujours dénoncé les problématiques de ce qu'ils découvraient sur les images que la NASA présentait au public. J'ai été le premier à marcher dans cette combine. J'ai passé des heures entières à éplucher les sites de la NASA, à chercher le détail qui démontrerait la désinformation de la NASA, qui prouverait l'existence extraterrestre, etc., etc., ou d'anciennes civilisations. J'ai passé là-dessus, sur ce travail, des milliers d'heures, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, tout cela était un leurre, et que la NASA ne nous avait jamais montré que ce qu'elle voulait qu'on voie. Et qu'en réalité, ces anomalies, ces différentes choses mystérieuses qui apparaissaient sur les documents, étaient un moyen de nous empêcher, d'empêcher les chercheurs de découvrir une vérité bien plus terrible, dont l'origine remonte à Werner von Braun et Disney, qui est le fait que toute cette conquête spatiale repose sur un immense mensonge et est en réalité un vaste spectacle.